Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue pour ce 5e épisode de notre podcast Tranche de couple. On est ravis de vous retrouver pour cet épisode qui sera diffusé le lundi 11 novembre, jour férié en plus. Le thème de notre épisode aujourd'hui, Guillaume, c'est La tête hors de l'eau. Ok, on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, on peut peut-être commencer par l'actualité. Alors moi, je voudrais revenir sur l'élection à Bogota, en Colombie, de Claudia Lopez, qui est une femme, qui est la première femme élue à ce poste, qui, même si ce n'est pas le plus important, mais c'est important pour la visibilité, est aussi lesbienne, et qui est surtout pourfendeur, semble-t-il, et redoutable opposante, selon la presse, des narcotrafiquants, Elle est réputée incorruptible en Colombie, où elle s'est fait du coup pas mal d'ennemis. On sera probablement intéressé de voir comment est-ce qu'elle réussit, c'est d'ailleurs tout ce qu'on lui souhaite, sa mandature dans les années qui viennent. Autre actualité sur le plan européen, quand il s'agit de la nouvelle Commission européenne, on en a parlé. Ça y est, la Roumanie a nommé ces deux candidats et donc on va pouvoir maintenant avoir les auditions pour les 3 candidats restants. 1er décembre. Avec bien sûr l'objectif qui pour l'instant reste réaliste d'une prise de fonction de la nouvelle Commission le 1er décembre comme Guillaume le soufflet. Dans l'actualité internationale aussi, bien sûr, les suites de la procédure d'impeachment de Trump. Je pense que celle-là, elle va nous tenir encore un bon moment. Ça, c'est pour après le Brexit. Mais en tout cas, on a pu voir notamment ces derniers jours un revirement du témoignage de l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, qui en fait a corrigé le témoignage qu'il avait fait auprès de la commission d'enquête pour finalement avouer qu'il y avait eu ce fameux quiproquo, c'est-à-dire qu'il y avait bien eu un deal qui avait été passé, l'aide américaine contre l'ouverture d'une enquête contre le fils de Joe Biden. Enfin, pour les Américains, c'est plutôt un quiproquo. Et on reçoit à l'instant, ou presque, l'information que le Chief of Staff, le chef de cabinet de Donald Trump, refuse pour l'instant de collaborer à l'enquête menée par les démocrates pour la destitution de Donald Trump. Donc, il faut bien avoir en tête qu'en fait, on vient de passer à la deuxième phase de cette procédure, puisque la première phase constituait dans des enquêtes, dans des auditions à huis clos, et que maintenant, on est passé à la phase d'audition publique, c'est-à-dire que les démocrates ont considéré qu'ils avaient suffisamment d'éléments pour pouvoir continuer la procédure. Et il ne vous aura pas échappé que nous sommes entrés dans l'année qui précède l'élection américaine, donc les choses vont s'accélérer avec la primaire démocrate qui maintenant va se mettre en route avec les différents caucus, comme vous le savez. Voilà peut-être pour notre actualité. Avec pour point phare, si je peux me permettre de le mettre, d'en parler tout de suite, le Super Tuesday qui aura lieu le mardi 3 mars 2020 et pendant laquelle, alors j'ai pas le nombre précis cette année, mais on y reviendra probablement dans un futur podcast, un très grand nombre d'États américains vont désigner le candidat démocrate qu'ils souhaitent voir apparaître contre Donald Trump, très probablement du côté républicain. Donc l'une des actualités de cette primaire démocrate américaine cette semaine, c'était quand même l'abandon de Beto O'Rourke de la primaire, annoncé le 1er novembre dernier. Donc finalement... c'est un des premiers candidats avec un peu d'ampleur, en tout cas, qui abandonne cette primaire, sauf erreur de ma part. Oui, tout à fait. Bon, alors, notons quand même qu'il reste encore à ce stade 17 candidats à la primaire démocrate, donc il y a encore un peu de chemin. On a un peu de marge.
Mais ça se décante toujours dans les quelques mois qui viennent, pour des raisons qui souvent sont bassement matérielles d'ailleurs. Certains candidats ne peuvent plus suivre au niveau financier. On parle de millions et de millions de dollars qui sont utilisés dans les campagnes aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe. Et évidemment, le nerf de la guerre, c'est pour tout le monde. Et naturellement, on suivra avec attention la candidature de Pete Buttigieg, qui est le premier candidat ouvertement gay dans un des partis majeurs pour la présidence des États-Unis. Ancien soldat. Il a un profil vraiment intéressant. Il a un profil atypique. Et il se trouve en deuxième ou troisième, en troisième ou quatrième position selon les sondages. Pardon, quand on dit troisième ou quatrième position, on est quand même sur des scores de 5 à 7%. Donc. Mais voilà, il est là et on espère que ce sera une voix qui comptera, puisque même si au final il n'en restera qu'un ou une dans cette primaire, toutes les voix de ceux qui auront fait des scores honorables, en tout cas aux premières primaires, compteront dans la Constitution ensuite et la conception des priorités, j'imagine, démocrates. Et de l'équipe, parce qu'il n'est pas exclu non plus que le deuxième candidat puisse être appelé à devenir à devenir candidat à la vice-présidence, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, peut-être qu'on peut passer à la suite. Un peu de couple cette semaine, Max. Alors, cette semaine, pour notre vie de couple, on s'est interrogé sur quels pouvaient être les sujets qu'on pouvait aborder avec vous. Et je crois qu'on a déjà fait référence dans les podcasts précédents, mais on a une passion qu'on partage tous les deux, c'est la cuisine. Une passion. Quelque chose qu'on apprécie beaucoup, en tout cas, c'est certain. Et auquel on passe beaucoup de temps, du coup. Voilà, je pense que Guillaume vient de nous donner la définition d'une passion. Merci à toi. Allez, je reprends un peu de bière pour la peine. Voilà, donc vous pourrez voir au fur et à mesure de ce podcast la guérosité de Guillaume qui va... Écoutez, on a un déménagement prévu dans quelques mois. Max m'a demandé de vider le tout venant dans les caisses. Voilà, après, il ne faut pas s'étonner. On trouve des bières qui ne sont pas toutes jeunes. Des bières dont on ne sait pas trop d'où elles sortent, mais qui sont à 8,8 quand même. Affaire à suivre. Voilà, c'est aussi ça d'habiter en Belgique. Donc, la cuisine... Dès le début, même si on avait tous les deux des cuisines pas forcément très grandes, ça ne nous a pas empêché de cultiver notre amour de la bonne cuisine. Peut-être c'est d'ailleurs le point de départ, en fait. Je précise quand même que je suis jamais allé jusqu'à faire un fondant au chocolat dans un four micro-ondes. Non, mais à toutes fins utiles. J'avais très peu de choses dans mon 11 mètres carrés à Paris. Mais j'ai quand même jamais... J'avais pas de four micro-ondes. Donc du coup, tu pouvais pas faire un fondant dans un four micro-ondes. Ben non. Pour la petite anecdote, et désolé pour ta sœur, mais elle nous avait quand même offert un kit pour faire des gâteaux dans un four micro-ondes. Justement, je crois, des fondants au chocolat. En même temps, je suis très content de boire mon thé régulièrement dans le mug Milka. Voilà, mais pas forcément sur sa destination initiale. C'est pas ça l'important. Mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Donc, parenthèse terminée. Oui, alors la cuisine, en fait, je crois qu'on peut dire qu'on est des fins gourmets, en tout cas qu'on aime bien la bonne chair, les bons vins, et globalement qu'on est assez français pour ça. Et du coup, on aime aussi pouvoir tous les jours manger des bonnes choses, et c'est ça aussi qui nous attire et qui soutient notre envie de cuisiner des plats faits maison tous les jours. Donc là, peut-être qu'on peut prendre quelques exemples. Là, c'est l'hiver, donc c'est soupe tous les soirs. Et je dois dire que c'est souvent Guillaume qui prépare les soupes qu'on déguste. Donc ce soir, c'était potiron. Potimarron, pardon. lentilles corail, persil, carottes. et 3 carottes. Et c'était délicieux. Excellente.
Et cette semaine, on a un deuxième choix, parce qu'en plus, vous voyez, c'est quand même assez chouette, parce que Il y on avait a quand même deux choix, quoi. Il y avait une simple mais efficace soupe de légumes à côté avec des poireaux, des carottes, des pommes de terre, des navets. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis quand même ravi de noter que c'était bien aussi une soupe de légumes, parce que ça pourrait être une soupe de quelque chose d'autre, peut-être, éventuellement. Oh, mais qu'il est Je suis un taquin ce peu- soir, je suis un qu'il est peu taquin. taquin. Tiens, reprends un peu de bière. Ah bah non, c'est moi qui la bois. Oui, parce que pour ceux qui nous connaissent, je ne bois pas de bière. On va pouvoir faire un épisode dans quelques épisodes sur qu'est-ce que Max ne mange pas et ne boit pas. Alors, je vous préviens, accrochez-vous. Voilà, comme ça, si vous nous invitez chez vous, vous aurez la liste. Donc, soupe, c'est un petit peu la base, on va dire, des dîners d'hiver. Ça, la raclette, la fondue, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Enfin, tout ce qui est à base de choses consistantes. C'est vrai qu'entre l'été, on Un fonctionne... régime saisonnier. Oui, c'est ça, on a un régime extrêmement saisonnier. C'est-à-dire que l'été, on est plus sur des salades, puis des salades qu'on essaye d'améliorer, on essaye de mettre des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Et l'hiver, on est sur des soupes. Alors, on utilise le plus de légumes possible pour faire les soupes. Et de saison, on ne mettra jamais une tomate dans une soupe dans cette maison. Moi, vivant, ça n'arrivera pas. Si, ça nous arrive de faire des gazpacho, mais plutôt l'été. Nyeh. Une soupe, c'est pas un gazpacho. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais parce que du coup, gazpacho, soupe de tomates froides. Enfin bon. Alors, donc. Un potage n'est pas un gazpacho. Attention aux oreilles de nos auditeurs qui risquent de t'entendre gueuler dans le micro. Et s'ils me connaissent, ils sauront que ça m'arrive de temps en temps en vrai aussi. Ah oui, c'est ça. Mais passons là-dessus. Nous y reviendrons certainement un jour. Et je précise à toute fin utile que ma 8,8 est terminée. Voilà, donc ça y est, ça peut commencer. C'est la fête. C'est la fête. Allez. Alors, non, mais attends, bref. on peut peut-être parler quand même d'autres choses qu'on fait. Ces derniers temps, on s'est mis à la pizza maison. Max est un génie de la pizza maison. A very stable genius, comme dirait notre meilleur ami outre-Atlantique. Je sais de pas la si pizza. je dois le prendre comme un compliment. Oh, plutôt. Plutôt, là on fait un high five. Je crois qu'il va falloir qu'on avance un peu parce que, à force de rire, ça va être difficile à écouter. Non, mais c'est pas grave, regarde pas l'horaire, c'est bon. Alors, dans les plats traditionnels qu'on fait pour les repas du soir, on viendra peut-être après sur les autres repas, mais c'est vrai qu'on a un régime à base de cake, de quiche, de tarte à la tomate quand c'est la saison, salade quand c'est la saison, flamme-cuche. Flamme-cuche, pizza maintenant. Grosse réussite, très grosse réussite. Voilà. Il y a plein de maman qui vient ce week-end. J'espère que tu feras honneur d'une pizza, tu nous feras l'honneur d'une pizza dimanche soir. Il y a tout ce qu'il faut au frigo. Ouais. Le gros avantage, en fait, c'est que la pizza, finalement, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'ingrédients parce que tu as globalement ce qu'il faut dans ton frigo. Il suffit juste d'avoir de la levure et de la passata pour faire ta base. Et si tu n'en as pas, bah, tu mets de la crème fraîche, ça fait une base blanche. Et ça marche super bien. Mais ça, je dois quand même rendre hommage à un certain nombre de nos amis, témoins et amis proches qui font régulièrement leur pizza eux-mêmes et qui nous ont en gros quand même donné envie d'investir dans la pizza maison. Voilà. Sinon, bah, écoutez, on aime bien aussi le week-end se faire une petite viande mijotée, un petit filet mignon avec des légumes qui mijotent pendant un petit temps. Ou un rôti, un bon rôti de la boucherie du centre-ville. Ou alors un petit poulet avec des frites de la place d'à côté, parce qu'il faut quand même avoir une petite tonalité un petit peu belge. Je dois dire que quand même sur la cuisine, on est resté sur des saveurs pour l'instant assez françaises. On n'a pas encore investi le champ de Waterzooi, voilà. Stomp saucisse. Non, mais en fait, on est plutôt du genre à aller le manger ça dans un restaurant, un bon restaurant belge, plutôt que le faire à la maison.
Ouais. C'est vrai qu'on La a seule peu chose, changé nos habitudes. En même temps, personne ne nous oblige à le faire. Hein. non, la seule chose, L'avantage de l'intimité de la maison, c'est que c'est peut-être le barbecue qu'on a fait je suis régulièrement. pas sûr que ce soit typiquement belge. Enfin, c'est Si. typiquement belge. En tout cas, la temporalité du barbecue en Belgique est quelque chose dont on reparlera dans un prochain podcast. Eh ben, notons-le pour un prochain podcast. Peut-être, on a parlé des plats d'hiver, typiquement au Savoyard, pour rendre hommage aux origines de Guillaume, hein, tartiflette, raclette, Broche vaillant. fondue et autres douceurs des montagnes. Mais peut-être aussi, on peut parler des crêpes. Qui sont plutôt enfin, voilà, du mon côté. C'est les 5% de sang breton chez Max. Alors normalement, je crois qu'on dit plutôt autour de 15 à 20%, mais bon, c'est pas très grave. Ça Donc, se dilue. il faut quand même savoir qu'il y a quelques années, mes parents et frères et sœurs nous ont offert une crampouze ou un bilic pour les vrais Bretons d'entre vous, qui nous permet de faire des crêpes comme à la maison, comme à la crêperie. Et c'est assez chouette Et comme à la maison. très convivial. Voilà, peut-être un premier aperçu. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous n'hésitez pas. On pourra vous partager quelques recettes éventuellement. Je terminerai en disant que... On fait des desserts aussi. Oui, on fait des desserts aussi. Alors la petite série de cookies qui va bien. Oh ouais. Le gâteau au chocolat de Max. On fait pas mal de comfort food. On est assez fort pour la comfort food. Mais je terminerai en disant aussi qu'on a quand même pas mal d'ustensiles ici dans notre cuisine. Que je me suis rendu compte qu'il va falloir trouver la place pour les mettre dans la future cuisine et que ça va être un challenge parce que elle est très bien adaptée pour l'espace dans lequel elle est, mais il n'y a pas tant d'espace que ça pour poser les trucs. Donc, il va falloir réfléchir. J'ai déjà commencé mais elle est hyper à bien réfléchir. Faite. Voilà, Max sera en charge de l'aménagement de l'espace dans la future cuisine. J'ai quand même vu que les propriétaires actuels ont un grille-pain qui est encore plus gros que le nôtre. Et ça, faut le c'est faire. possible. Bon, en même temps, il n'est pas si gros, le nôtre. On a un grille-pain, tout bête, mais pour mettre un grille-pain large, pour mettre 2 grosses tranches de pain, pour tout vous expliquer. À l'époque où on avait... ou de bagels, c'était l'époque où on achetait du pain avec des grosses tranches. Anyway, that's something else. Ça, c'est l'extrait que je vais mettre au début du podcast. Les gens vont se demander de quoi on va parler. Nickel. Alors, autre sujet peut-être de la vie de couple, Guillaume ? Alors aujourd'hui, on va aussi aborder pour nous quelque chose qui l'est moins maintenant, mais qui a longtemps été au début, et puis surtout quand on est arrivé en Belgique, puisque c'est le moment où on a acheté une voiture et on a commencé à utiliser beaucoup la voiture. C'est notre comportement quand on est tous les deux assis dans une voiture, l'un au volant, l'autre à côté. Une source d'embrouille, quoi. Ça a été pendant pas mal de temps une sacrée source d'embrouille. Ça l'est toujours de temps en temps. C'est-à-dire que voilà, on a l'habitude un peu de commenter ce que fait l'autre, quoi. Il y en a un qui est au volant, et l'autre pourrait faire une petite remarque sur fais gaffe là, attention, oh un piéton, oh un petit chien, non, on n'en est quand même pas là. Mais on se taquine, disons, on se frotte beaucoup quand on est au volant. Je te laisse poursuivre les explications. Non, disons qu'on a des habitudes de conduite qui sont un peu différentes et on est tous les deux un peu sensibles à la conduite de l'autre. Je dirais que c'est vrai qu'au début, quand on a acheté notre première voiture, qu'on faisait régulièrement des trajets un petit peu longs, c'était systématique. On se prenait la tête lorsqu'on conduisait. Ce qui en devenait quand même un petit peu pénible. Je dois dire que à l'époque, on n'avait pas l'occasion forcément de beaucoup conduire avant d'avoir notre propre voiture. Et quand on a acheté la voiture, c'était surtout moi qui conduisais parce que je l'utilisais tous les jours pour aller travailler. C'était malheureusement nécessaire. Et ensuite, le fait que tu aies acheté une voiture parce que toi aussi tu avais besoin de prendre la voiture pour aller au boulot. Dans la grande banlieue de Bruxelles.
moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, que le fait de conduire tous les deux régulièrement nous a donné peut-être un peu plus d'assurance. Je dirais pas que les Belges conduisent mal, je dirais qu'ils ont une... Parce que tout est question aussi de d'où on vient et de la façon dont on a appris les choses. Je dirais qu'ils ont une conduite qui est un tout petit peu plus instinctive et un peu plus sportive que celle à laquelle on peut être habitué en France. C'est probablement lié à la façon dont ils passent le permis ici. Peut-être qu'un jour, on sera amené à parler dans ce podcast de ça, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant, en fait. Non, mais il y a quand même un élément... Enfin, à mon avis... Je termine mon raisonnement. J'ai eu pendant des années, quand j'étais étudiant, et moi j'ai passé mon permis à 18 ans, mais pendant des années, j'ai eu 2 flips, conduire en ville, et un flip intégral qui était celui de conduire dans Paris. Et en fait, du jour où on est arrivé en Belgique, où j'ai commencé à conduire en Belgique avec la façon plus dynamique et de conduire des Belges. J'ai eu un peu peur, je peux vous le dire. Voilà, je me suis adapté. Max n'a pas tout de suite compris, mais bon, il faudra bien qu'il comprenne à un moment donné. On se fond dans la masse. Ouais, résultat, c'est plutôt moi qui ai eu des accidents que toi, quand même. Je le reconnais très honnêtement. Voilà, je te remercie. Et les PV aussi, parce que mine de rien, j'ai jamais pris un toi, seul PV en voiture. À vélo, donc... J'ai pris 2 PV en vélo, puisque j'en avais pris un à Paris déjà. Mais donc, je suis constant dans mes PV. Tous les 8 à 10 ans, je prends un PV à la con. Ce qui m'inquiète surtout, c'est le coût des PV à chaque fois. Mais enfin bref, peu importe. Donc je terminerai en disant que du coup j'avais un flip qui était intégral, qui était celui de conduire dans Paris, et en fait maintenant ça ne me pose plus aucun problème. Je suis complètement immunisé contre un certain nombre de conduites. Il y a une chose qu'on n'a pas encore fait, mais on aura peut-être l'occasion de le faire dans un futur voyage, parce que j'espère bien qu'on va revoyager très vite, c'est de conduire dans un pays étranger, disons pas tellement occidental, peut-être comme ça se fait bien de louer une moto ou un scooter dans certains pays. Ça pourrait être un truc qu'on pourrait tester un jour. Je te prends au mot. Pour un voyage déjà. Alors peut-être juste un dernier mot sur la voiture en Belgique. Je suis fondamentalement persuadé que le fait que les conducteurs fassent un peu moins gaffe en conduisant est aussi lié au fait que 60% du parc automobile, ce sont des voitures de société. Voilà, mais c'est un sujet pour un prochain épisode. On y reviendra peut-être dans la partie découvrir la Belgique pour un prochain épisode du podcast. Rubrique suivante. On a beaucoup trop bien préparé cet épisode, on a beaucoup trop de trucs à dire. Quoi est-ce qu'on parle dans la rubrique suivante ? Nous parlons donc de la France, la Belgique. Alors on va beaucoup parler de la Belgique en fait ici. C'est quasiment et en toute discrétion en fait que la Belgique a changé récemment de Premier ministre, puisque l'ancien Premier ministre Charles Michel a été nommé président du Conseil européen à la place du Polonais Donald Tusk. Il a pris ses fonctions le 1er novembre et il était remplacé de façon malheureusement assez discrète, comme je disais, 1er novembre pour le Conseil européen, je crois. Non ? Anyway, il est parti. Il a été remplacé, je disais donc, par non pas un, mais une première ministre, Sophie Wilmès, qui est du même parti que lui, le Mouvement réformateur, qui est un parti plutôt situé au centre droit en Belgique francophone. Parce que oui, en Belgique, tout est séparé, y compris les partis politiques. Chaque parti politique a plus ou moins son équivalent côté flamand et côté wallon. Et si les médias européens n'ont pas relevé particulièrement ce changement, somme toute malheureusement assez anecdotique, étant donné la crise politique qui n'est pas inédite, mais qui reste relativement sévère, que traverse le pays. C'est la première fois que ce pays, la Belgique, pourtant très progressiste, et parmi les plus progressistes, je crois aujourd'hui, a une femme à la tête de son exécutif principal, qui est l'exécutif fédéral. On me dira probablement qu'en réalité, ce n'est pas l'exécutif principal, et que d'ailleurs, une femme est en ce moment même à la tête de l'exécutif en Flandre. Ouais, alors je voudrais quand même faire une petite incise. Petit coup de gueule sur les médias français. Ça a été beaucoup décrié, mais je crois que c'est à raison. Beaucoup de médias français ont communiqué sur le fait qu'une femme de 44 ans était nommée Premier ministre en Belgique sans la nommer. Et je trouve que c'est absolument scandaleux. Mais voilà. Les mêmes médias qui ont d'ailleurs, je reviens sur Claudia Lopez, la maire de Bogota, communiqué en disant qu'une femme lesbienne ou une lesbienne avait été élue à la tête de Bogota.
voilà, on est sur un traitement de l'information un peu particulier et j'espère que les choses, nous espérons que les choses évolueront aussi. Est-ce que tu as une petite anecdote aujourd'hui à nous partager sur la Belgique, Guillaume? Ça fera rire nos écouteurs non belges. Alors, retour en Belgique avec une fort mauvaise nouvelle pour nos amis belges qui possèdent une résidence à la côte ou qui envisagent surtout d'acheter une résidence à la côte, en de Kust, comme on dit ici. Cette maison ou cet appartement ne sera malheureusement désormais plus déductible des frais professionnels. Oh, ça, c'est ballot. Oh, c'est ballot. L'histoire peut prêter à sourire, mais il s'agit en réalité de la fin d'un imbroglio juridique qui dure depuis 4 voire 5 ans et qui est lié à plusieurs arrêts, plusieurs décisions de la Cour de cassation en Belgique qui autorisaient ou qui laissaient un flou en tout cas sur qu'est-ce qui rentre dans les frais professionnels et qu'est-ce qui ne rentre pas en Belgique. On a une définition qui a été pendant pas mal de temps très large de ce que les indépendants, les travailleurs indépendants pouvaient déclarer comme frais professionnels. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et donc, si un médecin achète un appartement en de Kust et que cet appartement n'est pas utilisé au quotidien pour l'activité professionnelle de ce médecin, ne génère pas de revenus professionnels, elle ne pourra plus être déduite des frais professionnels. Et comme on dit en France, spijtig. Alors, je crois que c'est comme on dit en Flandre. Et comme on dit en Flandre, spijtig. Voilà, donc vous le savez, hein, il faudra me faire au moins une journée de consultation par semaine à la côte pour pouvoir déduire de vos frais professionnels ces appartements. Après, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur le régime des indépendants dans un prochain podcast. Je note. Tout est bon à prendre. Passons maintenant à la rubrique immobilier. Donc, on vous l'a dit dans les derniers épisodes. Après l'acceptation de notre offre, on s'était mis en recherche de crédit immobilier. Je vous rassure, la course est toujours en cours. On vous tiendra informé. Suite au prochain épisode. Voilà. Littéralement. Et donc, écoutez, la semaine dernière, nous avons signé le compromis pour notre future maison. Et voilà, donc ça fait toujours quelque chose de signer un compromis pour acheter son premier bien immobilier. Et maintenant, c'est juste une signature. oui, c'est ça. En fait, il y en avait plusieurs quand même. Hein. Un certain nombre de paraphes. Ah oui, toi, tu signes. On m'aurait fait signer n'importe quoi ce jour-là. Ouais, c'est ça. Wait. Peut-être que je vérifie ce que j'ai signé d'ailleurs. Et donc, on se profile pour une signature de l'acte courant janvier. On vous en dira sans doute un peu plus. Alors, on vous l'avait dit, on envisage de faire quelques travaux dans notre future maison, rien de très lourd, mais un peu de rafraîchissement, on va dire, pour mettre au goût du jour, régler quelques problèmes mineurs qui n'ont pas été réglés par les précédents propriétaires. Et donc, on se met maintenant en chasse d'un entrepreneur. Et il faut dire que visiblement, ça a l'air d'être quelque chose de relativement compliqué parce que finalement, il y a trop de boulot comme partout. Hein. Je pense que là où vous habitez, c'est pareil. Et donc, finalement, c'est les artisans qui se permettent de refuser, de choisir leur chantier. C'est difficile d'avoir un entrepreneur qui accepte de venir visiter pour faire un devis. Guillaume en a fait la meilleure expérience la semaine dernière. Il était où déjà l'entrepreneur qui n'a pas pu venir? Peu importe, je crois que c'est anecdotique, mais c'est souvent compliqué en tout cas d'avoir des entrepreneurs intéressés pour faire des travaux qui ne représentent pas plusieurs centaines, voire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Je suis désolé, en tout cas plusieurs dizaines de milliers d'euros, et que quand ils sont intéressés, qu'ils se déplacent pour la visite, il arrive, a priori, on n'a pas encore eu vraiment l'expérience de ça pour l'instant, ça viendra peut-être, je ne le souhaite pas, mais quand ils viennent faire la visite, parfois ils ne donnent absolument aucune suite derrière parce qu'ils se rendent compte que l'étendue des travaux et donc leur montant n'est pas suffisamment important. Et donc ils n'envoient pas le devis. Voilà, écoutez, on vous tiendra au courant, mais les choses avancent plutôt dans la bonne direction. Et c'est le moment de la rubrique God Save the Queen and the Brexit.
Alors la dernière fois, on vous a parlé du speaker. Eh Alors ben, peut-être que la... je crois qu'on va encore vous parler du speaker. Hein. C'est pas la dernière fois, c'était il y a 2 ou 3 épisodes qu'on vous parlait du speaker, John Bercow, mais on va encore vous en parler très brièvement pour vous dire que maintenant il s'est retiré, ça y est, son mandat à la tête du Parlement comme speaker du Parlement britannique est désormais terminé. Il y passe la main, ça a été une figure de ce Parlement un peu frondeur dans voilà, le déroulé du Brexit. Je pense que c'est une figure qui manquera probablement à la politique britannique. On souhaite à son bon successeur autant de succès et autant aussi d'attachement et de ténacité pour arriver à ses fins, puisque on peut sûrement lui reprocher pas mal de choses, mais la démocratie britannique a bénéficié de son mandat. Alors l'actu récente sur le Brexit, bien sûr, c'est, on vous l'avait mentionné comme une hypothèse, mais maintenant c'est confirmé. Le Parlement a accepté des élections anticipées au 12 décembre et les membres de l'Union européenne ont accepté cette extension flexible de l'article 50 jusqu'au maximum le 31 janvier 2020. Bon, on verra si ce sera la dernière extension ou pas. Et donc la campagne s'est ouverte avec les différents partis et candidats qui commencent à faire campagne pour savoir qui c'est qui obtiendra la majorité. Rubrique culture, effectivement, maintenant. Alors, cette semaine, on va encore changer de culture, puisqu'on va parler cinéma, et on va parler d'un film qu'on a vu tous les deux le week-end dernier. Oh, il était top. On a vu le film Hors Normes d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Hors Normes, c'est un film allez, en tête d'affiche. On a Vincent Cassel et Reda Kateb. Vincent Cassel qu'on ne présente plus, Reda Kateb qu'on a vu notamment dans Le Chant du Loup, Guillaume. Le Chant du Loup. Il y a maintenant quelques mois. C'est un film qui retrace l'histoire de Bruno et Malik, qui sont tous les deux en gros responsables de 2 associations qui gèrent des enfants et des adolescents autistes, mais autistes avec des cas notamment ce qu'ils appellent hyper complexes, donc des autismes compliqués, extrêmement compliqués à gérer. Et ce film, en fait, dans ce film, on plonge la tête la première, sans pathos, sans vulgarisation, à outrance, dans un monde d'une extrême sensibilité et d'une extrême complexité qui est celui du handicap et de l'autisme en particulier. C'est un film qui nous rappelle que notre société est diverse et que derrière une personne porteuse de handicap, il y a aussi toutes ces personnes, ces dizaines de personnes qui travaillent au sein des associations, ces éducateurs qui travaillent parfois pour pas grand-chose, mais on peut y voir 2 niveaux aussi de lecture. Il y a le niveau, le fait que tous ces gens entourent les personnes atteintes d'autisme, et puis il y a aussi le fait que tous ces éducateurs, tous ces gens, en tout cas dans les 2 associations dont il est question ici, qui ne sont pas des associations qui existent en réalité, mais qui sont basées sur des faits qui existent en réalité, on a l'aide aux personnes autistes, et puis ces associations sont aussi pour les éducateurs qui travaillent des vecteurs d'insertion et de plongeon dans la société pour des gens qui parfois n'avaient pas d'avenir professionnel ou un avenir professionnel bouché, et ça leur permet aussi de trouver un chemin qui est leur en accompagnant des personnes qui en ont besoin. Alors dans la rubrique tech, aujourd'hui, je voudrais faire un lien avec la culture, parce que aujourd'hui, je voudrais vous parler de podcast. Alors vous allez me dire, le podcast, en fait, on est en train de l'écouter. Donc finalement, c'est pas tellement une nouveauté, ok. Mais en fait, il y a une nouvelle tendance dans le podcast. C'est assez récent et j'en ai entendu parler assez récemment et je voulais vous en parler. En fait, c'est l'idée que se développe en ce moment un nouveau genre de podcast. Donc en fait, des séries en fait, c'est-à-dire de la fiction. Finalement, c'est un peu comme des séries télé, sauf que c'est des séries audio.
c'est un nouveau genre qui est en train de se développer et même finalement Hollywood y voit un nouveau vivier voilà, pour des films, pour des séries. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que même des acteurs de premier plan, par exemple Rami Malek, qui a eu un Oscar du meilleur acteur pour le film Blackout, en fait s'engage dans ces séries de fiction audio. Donc ça montre bien qu'il y a un intérêt aussi pour ces acteurs de premier plan. Puis d'ailleurs, les salaires, by the way, sont pas beaucoup plus bas que pour des séries télé. En fait, et ils expliquent que c'est assez intéressant. Il y a un potentiel vraiment important de cette fiction audio, parce que finalement le lien avec l'auditeur est un peu différent, parce que tout se façonne aussi dans l'imaginaire de l'auditeur. Donc c'est un petit peu comme quand on lit un bouquin et qu'on est passionné parce qu'on s'imagine les choses, puis ensuite on va le voir à la télé et on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Donc finalement là il y a aussi quelque chose d'intéressant en laissant créer à l'auditeur mentalement voilà, les décors, imaginer les personnages, les situations. Donc un genre assez intéressant. Et en fait, aux États-Unis, il faut voir que les gens en moyenne écoutent 7 podcasts par semaine. Donc c'est quand même, tu vois, pas inintéressant. Alors, on a des séries françaises qui débarquent en podcast. Donc il y a une série qui s'appelle L'Employé, dont le premier épisode est sorti le 21 octobre, où Raphaël Personnaz incarne un interrogateur zélé au service d'un État totalitaire où l'homosexualité, comme le fait de manifester, sont sévèrement réprimées. Et donc, on peut écouter cette série sur Spotify en quelques heures. Voilà peut-être ce que je peux vous dire, mais en tout cas, visiblement, ça a l'air d'être assez fun quand on est acteur de jouer dans un podcast audio, parce que du coup, il y a beaucoup moins de stress et surtout, les prises de son sont aussi moins longues. Donc, le plateau est plus léger, il n'y a pas de costume à enfiler ou de séance maquillage. Il y a Virginie Maire qui crée en fait des fictions audio pour Sibel, qui est une plateforme concurrente de Spotify, explique en fait on peut même enregistrer en jogging et pieds nus pour éviter les bruits polluants. Voilà la petite anecdote. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous écoutez des fictions, peut-être que vous pourrez nous le dire dans vos commentaires, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant de vous raconter ça. Je vais faire, en parlant de podcast et de l'attraction des Américains pour les podcasts, je voudrais faire la publicité pour un podcast pour lequel j'ai été interrogé le week-end dernier, qui s'appelle Little Lives in the Suburbs. On vous mettra sur Twitter et sur sur Facebook. On a Facebook ? Non, on n'a pas Facebook. Ok, on vous mettra sur Twitter le lien pour aller écouter Little Lives. C'est un podcast qui a été initié par 3 femmes qui vivent en Virginie et qui racontent en fait, qui tournent autour de la vie et les parcours de vie d'un certain nombre de gens, voilà, autour d'elles, et comment est-ce que le parcours de vie de chacun peut être intéressant à entendre et à comprendre pour les uns et pour les autres. La première saison est donc en 5 épisodes. Moi, j'ai contribué à l'épisode qui sortira entre janvier et mi-février. On vous tiendra au courant. Mais donc voilà, on vous postera Little Lives in the Suburb, tous les contacts pour aller écouter ce podcast très vite. Et je vous encourage à aller voir un peu, écouter les autres avant. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Et vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait très plaisir. Merci de nous suivre régulièrement et de nous avoir rejoints récemment, si c'est le cas. Et on voit tous les jours des gens qui nous rejoignent et qui commencent soit par le dernier épisode, soit par le premier. Et on vous recommande peut-être de commencer par le premier pour savoir qui on est.
Mais même pas forcément. Si vous avez des doutes après avoir écouté en premier le dernier épisode, alors oui, réécoutez le premier. Sinon, faites-vous plaisir dans l'autre que vous voulez. Et si cet épisode ou ces épisodes vous ont plu, n'hésitez pas évidemment à en parler autour de vous, à le diffuser sur les réseaux sociaux. À mettre une bonne note. Et à mettre une bonne note. Max, je laisse Max vous expliquer comment on met des bonnes notes. Je n'ai aucune idée. Vous pouvez nous mettre une bonne note sur iTunes afin de nous permettre de gagner en visibilité. Et vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter, @tranche, le chiffre de couple, tout au singulier, sauf le 2 évidemment. Vous pouvez nous envoyer vos mots d'amour, vos commentaires, vos idées, vos remarques, des beuglantes, aussi des pigeons voyageurs, à notre adresse email, tranche, le chiffre de couple, tranche et couple au singulier, @gmail.com. Et vous retrouvez notre podcast donc sur iTunes, sur Spotify et sur Podbean. Bonne continuation à tous et à toutes et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.